Ah, c'est vrai. Saison 8, épisode 11. Je viens de lire un livre. Comment démarrer un podcast en donnant envie aux gens d'être là? Et qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Ils ont tout faux. Il n'y a rien à garder. C'est des gens qui après lancent des studios comme Binge et après ça se plante. Tu vois, ils ont plus d'argent, ils savent pas payer les gens. Voilà. Et ils ont perdu l'âme de ce qui était un podcast. Qui est toujours là 12 ans plus tard? Voilà. Hein? Nous, This American Life. Voilà. C'est tout. Les autres? Piou, piou, piou! Si vous n'avez pas... Je veux dire, moi, vraiment, le message à tout le monde, c'est ôtez-vous de notre chemin. Si vous voulez pas vous faire floodcaster, Marc Maroniser. C'est bien ça, Marc Maroniser. Ouais. Comment ça va? Comme un 8 décembre. J'ai pas la référence. Je m'avais dit un 7 ou un 9 décembre à la limite, mais 8, j'avoue que là, c'est... Il n'y en a pas. C'est juste envie de congé. Ah ouais. Et pourtant, Dieu sait qu'on n'a pas fait de podcast. Non, ça fait... Mais c'est peut-être ça qui fait que tu as moins d'énergie. T'as pas eu ta dose... De colère? Ceci dit, t'es encore parti beaucoup en voyage de presse, et moi j'ai suivi de très très près les aventures de Anthony et le breakdancer. Oh bordel de merde, incroyable. J'ai reçu 40% de ma raison de vivre pendant les dernières semaines, c'était clairement toi qui m'envoyais des updates en live de où vous étiez, de comment ça se passait, de si ça breakdansait ou pas. Et je vais pas te mentir, ça m'a permis de tenir. Non, en fait, je suis parti à Bali et je m'attendais pas à le voir parce que c'est la marque avec qui on est parti à Singapour où il a dansé, où il était censé plus revenir. Donc pour moi, c'était un peu comme si j'avais déjà vu le Christ apparaître, tu vois, et je le revois. Je m'attendais, tu te dis, tu le vois une fois, tu vois, une apparition, comme un ovni en fait. Tu t'attends pas à être chanceux, tout simplement. Et là, badabim, badaboum, il est revenu. Déjà, on est 50 journalistes, on est sur une terrasse à Bali, un machin très très instagrammable. Pas pour nous, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pour des gens qui dansent et des meufs et des mecs qui aiment bien se montrer avec des chemises ouvertes. Pas du tout des journalistes. On arrive, ils nous disent vous voulez fumer de la chicha, etc. On dit non, en fait, il est évident que non. Tout le monde veut tester des téléphones. Bon bref. Puis je sais pas, il commence un petit peu à s'ambiancer et il y a une piste de danse en contrebas. Moi, je suis dans un coin et à un moment donné, je me dis je suis quand même allé voir quoi. J'ai mon petit verre de vin, je passe ma tête et j'ai fait une tête comme si Noël était là. Maman, j'ai raté l'avion à la fin quand il y a le sapin avec tous les cadeaux. La même chose. Et j'essaie d'expliquer aux gens parce que bon, ils n'avaient pas tous le contexte. Je dis, il est là et il danse. Et tout le monde était en train de faire genre ouais. Et donc il était en train de danser. Oh. C'est ouais. Moi, tu sais que je l'aime. Je sais pas c'est qui, mais je l'aime. Il est très très sympa. Ben oui, mais c'est ça, évidemment. Quelqu'un qui fait du breakdance et qui à chaque moment se dit je vais aller au milieu du cercle. Il y a quelque chose. Mais j'ai fait pire. Parce qu'à un moment donné, cette soirée s'éternisait et je voyais qu'on partait pas. Bon, on doit attendre un peu tout le monde pour partir, quoi. Donc on est là et en fait, ils nous disent mais c'est alcool à volonté, donc tout le monde boit, quoi. Moi, j'ai quelques verres dans le nez et je vais le voir. Je me dis, tu sais quoi? C'est maintenant ou jamais, quoi. Je veux dire. C'est le premier jour du reste de ma vie. Je vais pas rencontrer 2 fois le pape au Vatican, tu vois. Je vais. Et j'ai dit, écoute, j'ai raté. Je sais pas si tu te souviens, t'avais dansé pour moi sur la terrasse à Singapour. Il me dit, ouais, je me souviens. J'ai dit, j'ai pas vu, mais si jamais dans le voyage, tu redanses, tu me fais un signe, ajoute-moi sur Instagram. Je l'ajoute sur Instagram, vraiment comme un mec qui essaie de draguer une meuf de façon très très lourdement dans une boîte. Je dis, tu m'ajoutes, tu m'envoies un message. Et ouais, il l'a fait. Ah. Il a dansé, je l'ai vu, j'ai un petit peu filmé la fin, il était sur sa tête, et après, quelques jours plus tard, on était dans une boîte de nuit, il était là. Et comment tu te sens de savoir que ce mec-là a fait plus pour toi, et clairement, t'as accordé plus d'importance que la moitié des gens que t'as rencontrés dans ta vie, famille comprise? Il a fait des photos pour moi quand où j'avais pas mon téléphone. Adorable. Adorable.
On est d'accord pour dire que c'est devenu ton meilleur ami? Non. On a déjeuné ensemble une fois parce qu'on s'est croisés et à la boîte de nuit, moi j'étais à côté, je tape un peu sur l'épaule comme ça, genre, c'est pas une chanson où moi, si je pouvais, je danserais sur ma tête. Moi, c'est ça. Et personnellement, il a fait le robot dans la boîte de nuit. Il a fait le robot, un classique. Ouais. Mais j'étais tellement heureux. J'aurais voulu filmer ce moment un peu, c'est Star à domicile pour moi, tu vois. J'ouvre la porte, les caméras de TF1 sont là. J'aurais voulu ces caméras sur moi quand j'ai passé ma tête et que je l'ai vu sur sa tête à lui. Je dis, wow, ça c'est Noël avant l'heure, quoi. C'est. Oui, et à partir de là, genre, est-ce que ça vaut encore la peine de vivre le mois de décembre ou tu passes directement en janvier? Moi, j'ai été voir les responsables de la marque et j'ai dit, bah moi je peux rentrer en fait. Ils ont dit, bon, on n'a pas annoncé le téléphone encore. Je m'en fous complètement. Moi, j'ai entendu que, je sais pas si c'est vrai, que tu es remonté dans ta chambre, tu as pris ton calendrier de l'Avent, tu l'as jeté par terre et tu l'as piétiné de façon dramatique. Oui. Moi, c'est fait. Moi, je suis en 2026. Là, à l'heure où je te parle, je suis en 2026. Putain, t'es en Elle est faite cette année. Bah ouais. Voilà. Merci, bonsoir. D'ailleurs, on se voit la semaine prochaine pour la Chandeleur. C'est bientôt. Je vais lui demander une petite danse pour la Chandeleur. Oh, par contre, attends, parce qu'il y avait un autre truc fou, c'est qu'on visitait plein de trucs. Et je le suivais pas à la trace, tu vois, je faisais un peu mon truc, et puis voilà. Sauf que je l'avais ajouté sur Instagram. Ben oui. Mais moi, je follow pas beaucoup de gens sur Instagram, j'ai même pas 50 personnes. Du coup, ces stories, quand elles étaient là, je les voyais, quoi. À chaque lieu où on a été, il était sur la tête. Je te le jure que c'est vrai. En photo, hein, donc il avait fait une pause et tout. Et j'ai dit, j'étais où, moi? En train de regarder la nature comme un connard. Le mec, il va en voyage de presse, il regarde les téléphones, il projette... Voilà. Est-ce que le nom de son compte Instagram, c'est genre On My Head Everywhere? Non, c'est son Break Dancing My Life Away? C'est son nom, mais en vrai, il est très, très sympa. Mais... Moi, il y a un moment, je sais pas, c'était... parce que déjà, non seulement il y avait le décalage horaire, mais en plus, comme tu es déjà dans le futur, je sais pas de quelle époque tu m'appelais, ni à quelle heure, mais un jour, tu m'as envoyé un message en me disant juste « J'arrête le podcast et je démarre Breakdancing News Weekly. » Pour être avec lui, quoi. Ouais, je comprends. Qu'il me raconte ça live. Et la seule frustration que j'ai eue, c'est que j'ai pas trouvé votre podcast sur Internet. C'est un podcast, ça s'écoute pas, ça se ressent. C'est un peu comme quand t'es sur la piste. C'est un podcast de vibe, c'est-à-dire que t'annonces qu'il y a un nouvel épisode et il faut qu'on capte la vibe. Ouais. En fait, on fait un machin comme ça, tu vois. Oui. On se le passe. Ah, vous passez la vibe. Ah ouais. Ça, c'est lui qui m'a appris, hein. C'est un peu mon sensei à moi, quoi. Je vois. Et sinon, Bali, c'était sympa ou... Oui, après c'est Bali, mais la danse, quoi, je veux dire. Oui, bon. Et si on parlait de comédie, mon bon Anthony? Avec le plus grand des plaisirs, mon Dan. J'ai fait plein de trucs dans le monde de la farce. Comme on s'est parlé là, il y a quelqu'un qui a sonné dans une j'arrive pas à parler, dans une oreille de la RTBF, ils se sont dit, ça c'est une émission le matin sur Typique, ce genre de banter. Ma transition, tu trouves que la smoothness de ma transition, ça l'a un peu fait frétiller. Et je t'ai relancé, enfin, tu vois, ils aiment bien ça. Je sais pas pourquoi je critique mon employeur, j'ai pas renouvelé mon contrat encore. C'est peut-être un moyen de pression. T'as essayé d'aller danser sur ta tête devant eux? J'avoue que je pèse. La menace. Écoutez, soit de vous renouveler mon contrat, soit j'ai un gars, c'est un Anglais. De Manchester? Non. Pas un hooligan, un breakdancer, les gars. Je suis allé en Suisse, très peu de breakdancing dans ce voyage. Très peu. Non, je suis allé jouer au Chenille. C'est des gens, entre autres, c'est Christelle Girard, entre autres, qui organise ça. Et je tiens à le dire parce que c'est un des meilleurs accueils que j'ai eu à vie. Et genre, quand tu discutes avec les filles, donc Christelle et Stéphanie, expliquent qu'avant de lancer leur structure, elles se sont promenées un peu partout en francophonie pour d'abord lister les choses qu'elles voulaient absolument pas dans ce qu'elles allaient créer.
Et puis après ça, voilà, choisir ce qu'elles allaient faire. Elle dit, donc on a pris le temps d'écouter tous les humoristes qui nous expliquaient, tu sais, à chaque fois que les humoristes ont fini de jouer. Elle m'aurait demandé, j'ai une liste à moi. Elle est là. Elle est là, je la vois là. Et c'était tout, elle dit, t'entends les humoristes parler, puis tout genre, mais j'ai logé chez le beau-frère du mec qui faisait la salle, et de la nourriture, donc à chaque fois on faisait comme, ok, et donc elles ont pris le temps de faire quelque chose de beau, et là je jouais, ils font une fois par mois donc le chenille. Et c'est dans une salle, il y avait 200, dans une chouette salle à Lausanne, il y avait 200 personnes, et c'était un plateau, on est 6, et il y a un truc qui est fond, et j'avais jamais entendu ça, et j'ai tellement trouvé que c'était du génie, et si évident, je voulais en parler. Il y a donc un MC, 5 humoristes et une première partie, donc quelqu'un qui débute un peu, à qui il laisse une chance, mais ils la mettent pas au début, la première partie. Il y a un entracte, et ils la mettent à le première de la deuxième moitié, avec la logique que j'ai une fois dit, j'ai trouvé ça excellent. Fait, c'est la personne qui a le moins d'expérience, puis débuter, c'est peut-être le job le plus difficile dans un plateau. On voit pas pourquoi on mettrait la personne qui a le moins d'expérience pour faire le job le plus compliqué. Donc on le met plutôt à un endroit où elle est après le retour de l'entracte. Le MC qui dit un petit mot, puis elle y va. Donc elle est un peu plus sur du velours, sur des roulettes, et c'est l'occasion de vraiment pouvoir se déployer et d'être valorisé. Et je fais, ben oui, ça. Pourquoi est-ce qu'on met au job le plus compliqué la personne qui a le moins d'expérience? Et je trouve ça hyper intéressant ce qu'elles ont ajouté aussi. Elle dit, par contre, on doit les prévenir, c'est que souvent ça se passe donc très très bien pour eux. On doit juste leur expliquer que il y a leur talent, leur prestation, mais il y a tout le contexte, et que le lendemain, quand ils vont aller jouer dans un autre contexte, ça se passera pas aussi bien nécessairement, parce que sinon il y a le danger de dire comme, putain, mais en fait je débute, mais je cartonne quand même, et le lendemain tu démarres ou tu es sur un plateau, un open mic, et bam, tu te le prends dans la tronche. C'est aussi rassurant pour les humoristes, non, d'avoir un gars qui débute et qui se plante ou qui bafouille, et toi t'arrives après, même si t'es pas excellent. Ça donne un peu plus de confiance, j'imagine. Dans comment ça se passe traditionnellement, je veux dire, avec une vraie première partie qui arrive au tout début. Je sais pas. Moi, je vois vraiment ça. J'ai déjà dit, mais je vois vraiment ça comme un sport d'équipe. J'ai pas envie d'être le meilleur de la soirée parce que les autres se sont plantés. De manière générale. De manière générale. Mais oui, je pense. Ça dépend de la culture. Il y a des endroits où quand la culture du stand-up est saine, non. Et quand la culture du stand-up est dégueulasse, les gens se réjouissent que les autres se plantent. Et tu fais comme, allez tous crever, en fait. Sport d'équipe en francophonie et milieu de requin en France, c'est ça que tu essaies de dire. Si on devait mettre des pays, par exemple. Salut à tous les Français qui nous écoutent, qui sont dans le chat. Enchanté. Mais ouais, mais toute cette logique-là, on a déjà parlé plusieurs fois ici, mais c'est comme des gens qui sont obsédés à l'idée d'être le plus drôle de la soirée, et t'as envie de leur dire parfois, mec, t'es dans un open mic. Genre, chouette, t'as gagné l'open mic. Dans 2 ans, on se recroise. T'es encore le meilleur de l'open mic de cette salle-là. Et puis, tu vas juste être aigri parce que les autres ont une carrière et pas toi. Mais, et t'en as ils débarquent, puis je pourrais être sûr d'être super drôle. Ils font des blagues, mais supra-locales et un peu vulgaires parce que c'est un comedy club. Ils font, la carrière décolle pas. Fait, ouais, c'est ça. C'est comme tu dis. On dit la même chose. C'est pareil. Ouais. Et donc c'est agréable. Et la deuxième chose qu'elles ont fait de super chouette, l'accueil est très bien, tout était chouette, je veux dire, tout le cadre est vraiment agréable. Si vous avez l'occasion d'aller jouer, franchement, allez-y. Mais la deuxième chose que j'avais pas vue ailleurs, que j'ai trouvé super intéressante, c'est que t'as le podium, la salle est en bas, tu vois, c'est surélevé, et c'est pas en mode gradin, quoi, c'est un parterre. Mais un peu comme dans une fosse. Et autour, c'est circulaire, et donc comme ça, tu peux accéder par 3-4 spots à la fosse. Et les loges, entre guillemets, pour les humoristes, en fait, ils ont fait une espèce de petit rideau au-dessus de la fosse, justement, sur l'espèce d'arc autour. Et donc, tous les humoristes, pendant qu'ils se préparent et qu'ils sont sur leur petit espace, ils voient le show. Et donc tu vois ce qui se passe, t'es en ligne directe pour voir. Et ça, c'est un truc qui m'embête assez fort dans la logique de loge quand tu fais des plateaux. Et surtout quand t'es spectateur, tu vois si les autres ont pas vu le show
surtout quand dans ce cas-ci, il y avait 3 humoristes qui venaient d'ailleurs, qui étaient pas suisses, qui jouaient. Et tu sais, dans ces moments-là, il y a toujours le danger d'enquiller les mêmes fucking clichés. Et tu dis comme, regardez votre propre show, quoi. C'est pas, c'est hyper irrespectueux, je trouve, pas pour le public. Et donc ça, j'ai trouvé ça aussi très bien. Et j'ai appris une chose hyper intéressante en Suisse. Et c'est pas pour tomber dans le cliché. Genre, je m'étais dit, j'avais contacté... Des clichés dans ce podcast? Non. J'avais contacté des humoristes suisses en disant, c'est quoi le truc? Genre, quand t'as des gens qui viennent en Belgique, je sais c'est quoi les trucs chiants que les humoristes disent ou font. J'ai dit, si débarquent en Suisse, c'est quoi les trucs, genre, relous quand c'est des humoristes externes? Et on me dit, genre, pensez qu'il y a un accent suisse et faire l'accent suisse. Je fais, ouais, non, ça c'est vrai. Ça, on fait ça juste en Afrique. Là, ça fait rire. Tu fais l'accent africain, ça, ils adorent les gens là-bas. Et moi aussi, l'autre truc qu'on m'a dit, c'était il dit les gros, les gros clichés sur, genre tout le monde est riche, je m'attendais, bla, que ce soit. Et puis après ça, les trucs que tout le monde connaît, genre le fromage, les trucs comme ça. Donc moi, je rentre, je fais, OK, c'est bon. Pas de clichés. Je débarque, déjà, c'est des plus belles villes que j'ai vues de ma life. Je fais, mais putain... Genre, c'est avec les décorations de Noël, genre pour jouer. On me dit, ben, tu joues à un endroit qui s'appelle le Casino, c'est juste derrière le Palace. Le Palace, en fait, c'est un hôtel qui, pendant la période de Noël, est emballé en lumière, mais genre... comme dans le sapin des boules, tu vois, à la limite, mais en forme de cadeau de Noël, super classe, t'as des sapins de 6 mètres de haut, je fais comme, Jesus, ok, mais genre, faites un effort, quoi. En sortant de la gare, le premier truc que je vois, c'est le Burger King qui, avec une grosse affiche, venez goûter à notre burger, c'est notre burger fondu. Je fais, ok, bon. Et puis juste après, c'est le McDo qui fait le mec fondu, le mec raclette. Je vais m'asseoir je fais, ok, non, je vais m'asseoir au resto à côté qui est un Italien. Littéralement, à table, t'as le sel, le poêle et une marmite, mais comme as, quoi, grosse comme un burger. Je regarde dedans, c'était quoi? Du fromage. Je fais, moi, je veux bien, mais il faut arrêter de me provoquer. Le serveur, il débarque en short, il fait du yodel. C'était Roger Federer. Et non. Et puis, il m'a donné une liasse d'argent. Mais oui, mais c'est ça. Et en plus, on me dit, mais les Suisses aiment bien qu'on parle de ce qui se passe en Suisse. Et puis, si je dis sur scène, j'ai regardé le journal, il se passe rien en Suisse. Moi, je veux bien, mais et l'argent en Suisse, c'est le dernier cliché. Moi, avant d'y aller, j'avais retrouvé un vieux billet de 20 francs suisses. Quand je faisais les tournées de stand-up au chapeau, il y en a qui s'amusaient à faire des trucs comme te payer en centimes, il y en a qui donnaient de l'argent en devises étrangères. Et donc, je débarque avec, genre, je retrouve 20 francs suisses. Je fais, wow, cool, je vais utiliser le 20 francs suisses. Et j'arrive, et la première fois que je montre le billet, il y a quelqu'un qui me dit, il y a une drôle de gueule, ton billet. Je trouve aussi, mais apparemment c'est votre argent. Je veux dire, je sais pas pourquoi tu critiques moi. Et en fait, en Suisse, l'argent périme. C'est-à-dire qu'à tous les 10 ou 15 ans à peu près, 15 ans cette fois-ci, j'ai bien compris, ils changent les billets. Et c'est même là, en ce moment, ils sont en train de les rechanger. Il y a un concours de design, ce que tu voudras. Et les anciens billets, tu peux plus les utiliser. Genre, tu peux les renvoyer dans à la banque ou quoi que ce soit. Je dis, mais putain, mais faites de l'argent, genre avec une date de péremption. Et je trouvais ça rigolo, quoi. Oui, il se passe vraiment rien, quoi. Et si c'est ça, c'est un truc chez eux, c'est qu'il se passe vraiment rien. Et moi, je me dis, bon, tu sais quoi, j'ai que ça à foutre. Je vais aller à la banque. Et je vais aller à la banque faire changer mon billet. Et juste avant moi, le client avant moi, j'entends juste qu'il dit, et je cite, il reste combien sur mon compte? Et la personne fait, je vais prendre 4002 alors. Et le mec a retiré, genre 4200 francs, ce qui équivaut à, c'est plus ou moins le même franc et euro, c'est assez semblable, là, à peu de choses près. Donc il fait comme, oui, il fait un petit retrait de 4200 euros pour faire les courses, j'imagine, j'en sais rien. Et moi, j'étais là, genre, mais putain, mais genre, calmez-vous. C'est de la provocation. Et je montre à la personne, je fais, salut, je viens pas d'ici. Et clairement, j'étais sapé comme d'habitude. Et elle avait l'air de me dire, genre, on a remarqué. Et genre, je voulais changer un billet. Mais son regard, quand je lui ai montré un billet, j'ai l'impression qu'elle pensait que c'était un échantillon de quelque chose, genre que je sais pas, je venais enterrer de l'argent de cartel, je venais transformer un héritage, j'en sais rien. Et quand elle m'a vu avec un billet, elle m'a regardé genre,
tu me fais perdre mon temps, quoi. Et elle me regarde, elle me dit, est-ce que vous êtes client chez nous? C'est la banque cantonale valaisanne. Évidemment que je suis pas client chez vous. Déjà, avec quel argent je le serais? Si je viens de dire que je suis belge. T'avais 20 francs. C'est ça. Si je suis client, non, mais est-ce que je peux le devenir? Et elle me dit, je suis désolé, mais si tu trouves quelqu'un qui est client, tu peux lui dire de venir changer le billet. Donc, j'ai vendu mon billet de 20 francs en Suisse. Et j'ai posé la question, pourquoi est-ce que votre argent, périme? Parce qu'il est en fromage. Tu vas chez McDo, je vais te prendre un mec oignon, s'il te plaît. C'est juste des pièces de billets en 2 tranches de pain avec de la mayo servi par Stéphane Escher. C'est... Mais en fait, on t'a saboté. C'est pas des conseils qu'on t'a donné. Tout est arrivé. Clairement. Et le seul autre cliché qui me restait, c'est ne parle pas de l'or nazi, ne parle pas de l'or nazi. Et t'avais que des messieurs en monocle, la moustache, qui disaient Guten Tag. Ah, maintenant on se moque moins, parce que moi quand je suis en Allemagne, c'est pareil. Hein. Et non, et en fait... Il va falloir qu'on revienne un peu plus du côté des alliés, parce que je sais pas ce qui se passe dans ce podcast, mais... de l'autre côté. Ouais, on n'était pas de gauche, nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceci dit, il y a quelque chose de très de gauche de se faire refuser de payer en francs suisses en Suisse parce que t'es trop pauvre pour avoir les nouveaux billets. Et quand j'ai demandé à des Suisses, pourquoi est-ce que votre pognon périme, ils ont dit c'est parce que mais c'est pour toute une histoire de fraude et tout ça. Vous savez, le billet de 1000 francs est pas très grand, il est assez, tu vois, est assez pratique pour les criminels à accumuler. Et la phrase que j'ai entendue exacte est, et je cite, quand on change, quand les billets périment et qu'on doit les changer, ça permet, et accroche-toi à ta life, ça fait vider les matelas. Ouais, non, en vrai, oui, ça me surprend en moyen. Non, mais je pourrais pas remplir... Non, mais moi, j'ai plein de cas dans ma famille de vieux, enfin, ou pas dans ma famille, parce qu'on est tous pauvres, mais je veux dire de gens qu'on connaît, mais d'Italiens, etc., où c'est un peu pareil, un peu des immigrés qui font pas confiance aux banques, et donc on a retrouvé dans le fond du jardin, on a retrouvé sous le matelas. C'est pas des sommes à la Suisse, j'imagine, mais... Voilà. Mais j'aime bien. Pourquoi est-ce que vos billets périment? Pour faire vider les matelas et challenger les fraudeurs. OK. Bon, ben, je vais aller m'acheter mon petit Toblerone et puis je vais aller me faire foutre dans mon coin, j'imagine. C'est très... J'ai eu un peu un truc similaire où on m'a rappelé que j'étais pauvre. Je le sais, hein. Tous les matins, je le sais, je me rends compte. Là, quand le tu manges vol ta à Bali... tartine au carton. Ouais. Le vol à Bali, c'était en business, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Et c'est pas moi qui paye, évidemment. Et je ne savais rien. C'est comme si c'était la première fois que j'étais dans un avion. Je ne comprenais rien de ce qui se passe. Il t'apporte à manger, à boire tout le temps. Trop, à mon avis. Et j'ai vu... Il vient de récupérer ton urine, de toute façon. Non, mais attends, j'ai vu des regards exaspérés d'hôtesse de l'air. Ah oui. Parce qu'elle t'apporte... Parce que t'as une nappe avec des couverts, une vraie assiette, enfin, c'est n'importe quoi. Et elle dit, vous pouvez juste m'aider et retirer une petite table, en fait. Mais c'est pas un machin, tu déclipses comme nous, Ryanair, et... Non, c'est une vraie table, quoi. J'y arrive pas. En fait, il y a une poignée en dessous, j'avais pas vu. Et vraiment, elle a fait... Je dis, ouais, je sais que je suis pauvre. Et je lui ai dit vraiment, je sais que c'est la première fois. Je dis, c'est pas... Il y aura pas d'autre fois. Vous ne allez pas me revoir de toute façon. Je serai à l'arrière. J'ai ce côté-là, je me souviens plus quel humoriste m'avait dit. Elle dit, il y a un truc que j'aime pas quand je vais faire elle avait été une fois pour son anniversaire, faire du shopping chez Chanel ou un truc comme ça. Et elle dit, putain, tu te fais juger par des vendeuses parce que t'es trop pauvre. Tu te fais juger dans le magasin parce que t'es trop pauvre par des vendeuses qui n'auraient pas le budget d'acheter les trucs qu'elles sont en train de vendre de toute façon. T'es hôtesse de l'air, tu voyages pas en première classe. J'imagine. Après, j'ai pas aimé. Moi, c'est pas mon univers, c'est pas du tout. J'étais très content de pouvoir dormir dans l'avion parce que c'était quand même un long vol, etc. Ouais. Mais la différence entre l'éco et la business, c'est ridicule. Enfin, mais le prix, 5 fois plus cher.
Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais plus jeune, première fois que j'ai commencé à bosser un peu plus, je fais, je peux peut-être une fois, genre, puis moi, dans ma tête, j'ai des réflexes de pauvre, tu vois. J'ai l'impression que c'est comme de passer de la deuxième à la première classe en train, où tu te dis, allez, pour 50 balles de plus, peut-être que je me paye un petit luxe. Et je me dis, je me souviens plus où j'allais. Donc, c'était un vol à 600 balles. Je me dis, peut-être que pour 900, 950, j'ai une fois, pourquoi pas. Et je regarde, genre, vol de pauvre, 600, vol de riche. Mais c'était ridicule. C'était genre 12 000, quoi. Et puis... Ici, on a eu les prix parce qu'on a demandé, parce que personne n'est habitué à ce genre de luxe. Ouais, c'est ça. On a eu les prix, c'est quasiment 5 fois plus cher. Et très très bien, tu vois, tu peux dormir, tu peux t'allonger, vraiment, t'as un vrai lit. Mais bon, après, t'as une meuf qui vient et qui te dit, vous voulez que je fasse votre lit? Je dis, mais moi, ça fait 30 ans que personne m'a demandé de faire mon lit. Et puis je dis, quel lit? Et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Il y a une housse. Je dis, bah non, ça va, je vais le faire. Mais en fait, t'as des gens qui sont tellement habitués. Parce que tu sais, déjà dans les avions, tout le monde se comporte un peu comme un connard. Et imagine les connards qui ont de l'argent. Ouais, c'est ça, parce que... En fait, c'est pire. Parce que des connards qui n'ont pas les moyens, je veux dire, ça limite ta possibilité d'être un connard quand t'as pas les moyens. Mais quand t'as les moyens, je veux dire, voilà. Ouais. Horrible. Mais vraiment, la tête de la meuf, quoi. Et au retour, j'ai eu pareil, parce que t'as un casque, ils te donnent un casque vraiment de fou. Et ils le reprennent, tu vois. Et à la fin, elle dit, je peux récupérer le casque? Je dis, je l'ai pas utilisé, je sais pas où je l'ai mis. Elle fait, ok. Elle repart, puis elle est revenue le rechercher. Je dis, m'engueulez pas, enfin, tu vois. J'aime bien le fait de ça. Je paye 5 fois plus cher pour me faire insulter, quoi. Et c'est là que tu dis... Ouais. Donc, d'un côté, tu dis, j'ai pas envie d'être un connard quand je suis en première classe. Et puis, d'autre côté, tu fais, ouais, mais si j'en suis pas un et qu'on m'insulte, du coup, est-ce qu'il y a juste une option où tout le monde se comporte un peu décemment? Ça s'appelle la premium économie. Juste au milieu. Allez, à Key and Peele, Economy Plus. Je suis quand on arrive attends, on était où? Au retour, on a une escale à Istanbul et en fait, on est rentré par le devant de l'avion parce qu'il faut surtout pas que les pauvres nous voient, tu vois, donc ils rentrent par derrière. Et je me dis, on atterrit, je vais repartir par devant, quoi. Et moi, je suis sur mon téléphone, comme ça, je glande un peu. Et puis, je vois l'hôtesse de l'air, elle vient, elle me dit, ça va, monsieur, vous avez un problème, vous voulez qu'on vous aide? Je dis, non, ça va. Puis je regarde, tout l'avion était vide. Et en fait, ils ont fait sortir la business par le milieu. Donc, j'étais le dernier. Tout le monde en écho était debout, me voyait. J'étais sur mon téléphone, en fait. Je suis passé devant eux comme ça. En train de... C'est ses valises derrière? Non, c'est sa honte. J'ai envie de dire, écoutez, je suis comme vous, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Ne croyez pas à ça. Tout ce qui arrive. C'est une illusion. Oh mon Dieu, mais je te jure, ouais, c'est... Vraiment, t'es dit, ouais. On n'a pas d'argent. Mais bref. Bon, un peu de vraie comédie. Contenu comédie, je vais juste glisser. J'ai vu plein de gens marrants et j'ai juste en glissé un qui s'appelle Neil Maxwell. J'ai vu son show complet et ça fait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un mettre autant d'efforts dans la poésie entre les vannes. Et pour la poésie, je veux dire, il slame pas, là, mais c'est les mots qu'il va choisir à chaque fois. Il y a beaucoup de pouvoir d'évocation, il y a beaucoup de sens, c'est très soigné, l'écriture est hyper soignée, un peu comme Roman Fressinet peut faire, par exemple, même un champ lexical assez particulier, des choix de mots qui ont un peu, tout est fait avec des lettrines, tu vois, mais à l'oral. Et donc, dans ces formules, c'est intéressant parce que ces punchs vont arriver à des moments qui sont pas toujours attendus, genre bam, bam, tac, bam, bam, tac. Et à un moment donné, il va pas, il dit, il y a un truc que j'ai pensé. Ouais, et j'ai pensé à toi, ça m'a fait rire. Déjà, en commençant, il met le portrait, il y a un pantalon, genre, silver, mais très patate au four, quoi, de Wu-Tang Clan. Il fait, ça va, vous aimez le pantalon? Clac, hein? J'ai mis mon vêtement le plus ignifuge que j'ai trouvé pour vous. Et juste là, je fais comme, ok, quelqu'un où le cerveau va penser à ça, je pense que je vais passer une bonne soirée. Là. Et c'est un Suisse? C'est un Suisse c'est un ancien danseur qui est suisse-écossais. Et là, tu m'as rechopé avec la danse, tu m'as rechopé. Moi, je suis comme ça. Bam, 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 bam. Et il parle de MMA. Et la façon dont tu le dis, je sais pas, MMA, je sais pas ce que vous voyez, c'est un sport où tout est permis sauf aller en thérapie.
Et il dit, c'est quand même fou, il y a plus de free fight que de free hugs. Mais il dit, ceci dit, je sais pas lequel des deux j'ai le plus envie de claquer. Moi, un free hugs, tu viens, et j'ai tellement pensé à toi à ce moment-là où, tu sais, observation, truc un peu marrant, et au moment où il dit, il y a plus, tu sais, c'est quand même bizarre, il y a plus de violence que de free hugs, il se rappelle qui il est, il fait, ouais, moi, tu me feras un free hug, je te défonce. Mais quand même, c'est bizarre, et cette manière-là qu'il y avait, c'était vraiment super étoffé. J'ai trouvé, il est en rodage, c'est en construction, il veut faire 1 heure, et là, il est à 1h30, et clairement, ça va être intéressant, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un soin dans la langue, vraiment, comme j'ai vu cette fois-là, et j'ai trouvé ça hyper agréable, et ça m'a rappelé à quel point parfois quand on travaille nos spectacles, on a tendance à se focaliser uniquement sur je veux le rendre plus drôle, 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 et ben, voilà, ça manque de coffre, ça manque de corps, et on était dans une petite salle, il y avait 20 personnes, c'était dans une cave, c'était super, mais voilà. J'avais l'impression d'avoir vu un artiste qui a déployé quelque chose, et j'étais crevé ça. En temps normal, je me serais endormi, et moi j'ai du mal à rester assis. Je préfère regarder les shows de chez moi ou des plateaux quand je joue, parce que comme ça je suis debout, je bouge. Moi je vais jouer, ça me réveille, tout ça. Là j'étais 1h30, il faisait chaud, on était bien, et j'étais concentré tout le long. Donc Neil Maxwell, je sais pas du tout. J'ai l'impression. Et à la fin, il enlevait son masque et c'était un bâtonnet de fromage. Les neuroatypiques qui disent je n'arrive pas, je tiens pas, enfin comme moi, tu vois. Par contre, tu mets un épisode de Bluey. Mais tu rigoles, mais moi j'ai un gamin, donc les shows pour enfants, c'est du génie, des épisodes de 11 minutes, ou Bluey c'est 7 minutes. Mais Bluey, attention, Bluey, c'est des connards. Il faut faire gaffe quand tu regardes, parce que ça tabasse. Les gens qui ont écrit ça, clairement, ils se sont dit, bon, personne va aller en thérapie, on va leur faire de la thérapie. Les enfants vont regarder des petits chiens, puis les parents, on va les défoncer, quoi. Et quand tu regardes ça, ils frappent, mais ils cherchent l'âme, ils zooment, et dans le milieu de l'âme, et là, ils visent, mais genre, à la bonne Samedi, j'ai été acheter des cadeaux pour Noël pour ma nièce, et je vois tous des cadeaux, tous des jouets Bluey. Je suis trop emballé, plus pour moi que pour elle. Ouais. Mais bref. Et puis je me rends compte qu'elle n'a qu'1 an. Et donc les jouets, c'est à partir de 3 ans, parce que c'est un Bluey qui parle. Et en fait, je commence à être deg, en fait. Je suis dans le magasin, je commence à me dire pourquoi elle n'a que 1 an. T'es fâché contre son âge? Il y a Bingo, il y a Bluey qui est là. Et je dois racheter des jouets de bébé. Donc ouais. Je veux l'appeler pour l'engueuler. Elle n'a pas encore de téléphone. Fait, ben, grandis un peu. J'étais deg parce qu'il y a vraiment des chouettes trucs. À fond, mais juste pour moi. Mais c'est tout le génie. Je veux dire, le marketing de la nostalgie, c'était imbattable. Quand tu étais jeune, tu n'avais pas de thunes, tu vieillis, tu cherches n'importe quelle excuse. Je veux dire, moi, mon gamin s'intéresse à Mario en ce moment, et entre autres au Lego Mario, mais je sais pas si tu as vu le génie qu'est les Lego Mario avec le personnage interactif. Et j'ai passé, je crois que je viens de célébrer ma 250e heure passée sur YouTube à regarder les nouveautés des Lego Mario. Je les connais tous. À ce propos, j'étais fan, je suis moins maintenant, mais j'étais fan de Lego pendant très très longtemps. J'étais au Danemark, etc. Et quand t'es moins fan de Lego? Plus du tout. Sérieux? Ah ouais, c'est trop de collabs, c'est devenu, les prix sont insensés, t'as des sets sur tout et n'importe. C'est bien quand tu fais un set d'une licence, mais si tout est sous licence, c'est plus la même saveur, hein, tu vois. On reparlera de Lego à un autre moment, parce que je veux pas t'empêcher, parce que je sais que t'as des caisses et des caisses de Lego chez toi, quoi. Ouais. Ça doit avoir une fortune, tes trucs. Tout est mal, enfin, il y a rien est trié, donc c'est une catastrophe, mais je vais essayer de les revendre. Moi, je peux te les trier. On en reparle après. Non, j'ai rien à foutre, je veux parler de Lego. Moi, je vais te les trier. Envoie-moi tes boîtes et tes manuels, moi, je vais te les trier. Mais du coup, pour le boulot, une fois, j'ai eu accès comme je parlais de jeux vidéo, la présentation officielle par Lego Danemark de la gamme Lego, quand ça venait de commencer, quoi. Et donc, ils nous ont envoyé une boîte gigantesque avec tous les sets. Et puis, il y avait une conférence. De quel Lego quoi? Lego Mario, les tout premiers. Ok.
Vraiment les tout premiers sets qu'ils ont sortis, quoi. Et donc, on reçoit la figurine Mario, on reçoit tout pour faire un petit parcours. Et vraiment, j'avais plein de trucs, quoi. Et puis, il y a un call avec les designers de chez Lego Danemark qui s'occupent de cette gamme-là. Et il y avait des Lego à gagner. Et donc, c'était tous des journalistes, des adultes. Il fallait faire le plus beau parcours, Lego Mario. Attends, c'est un des trucs les plus humiliants que j'ai fait de ma vie. Et encore, j'étais juste devant mon écran. Et donc là, la conférence a duré genre 1 heure, ils ont présenté un machin, et puis en fait, chacun dans le monde, il y avait un journaliste français, un journaliste danois, enfin j'en sais rien, un norvégien, un irlandais, et chacun a fait un parcours avec les prix qu'on leur avait envoyés. Mais donc, le principe de la figurine Mario, c'est que tu tapes comme ça et t'avances, et donc il y a des points sur son écran, etc. Mais donc, chacun à son tour, chaque journaliste a fait le parcours, des adultes, encore une fois, pour voir celui, à la fin, qui aura le plus de points. Oh. C'est chaud quand même, hein? T'as eu combien de points? Je sais pas, j'ai fait un mini truc, j'étais sur ma table du salon, de ma table de cuisine, c'est un petit machin. Puis même, je me voyais pas faire. Il y en a, ils ont fait des stages. Et donc là, t'arrives ici, ça tombe. Et tu dis, mais les gars, enfin, on est là pour travailler à la base. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que tu l'avais, le Lego Maman, j'ai raté l'avion? Ouais, je l'ai revendu. Tu sais que c'est mon plus grand rêve. Je me rends compte que j'ai 42 ans. Et si il y a un génie qui sort d'une lampe, puis genre 3 souhaits, puis genre, le Lego Maman, j'ai raté l'avion. Fait, tu veux pas la paix dans le monde? Fait, qui crève? Lego Maman, j'ai raté l'avion. Avec tous les pièges et tout. J'ai un pote qui a des dizaines de milliers d'euros de Lego et elle est autiste. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Oui, oui. Oh, oui. Moi, j'étais au stade, même si j'avais un t-shirt, je suis autiste, mes parents n'auraient rien vu, donc. Ouais. Je suis au stade où j'ai téléchargé l'application qui te permet de créer tes propres Lego, genre tes propres sets, mais tu peux directement les mettre sur l'application. Comme ça, après, quand tu l'as créé, tu peux imprimer les briques dont tu as besoin pour pouvoir le faire toi-même. Et je me dis, je ferais bien un comedy club, tu vois. Et donc, pour l'instant, je me freine un peu parce que je sais que si je veux le faire bien, je vais avoir besoin d'un nombre d'heures qui n'existe pas dans la vie d'un adulte. Donc, et attends, quand tu vas découvrir les Lego Bluey, je ne sais pas si c'est déjà sorti, mais en tout cas, ça a été annoncé. Ouais, si. Alors là, mon coco. Ouais, mais il y a des niveau autisme, tu refais. Mais là, c'est 360. En fait, je fais 360 puis il y a une cape, tu vois, je deviens super autiste. Là, en plus, ils viennent d'annoncer un nouveau Lego pour le 1er janvier, une nouvelle DeLorean. Tu fais 360 et tu redeviens neurotypique et tu fais « Oh, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» En fait, c'est un peu, putain, la ref va être vieille, là, mais dans Family Matters à l'époque avec Steve Urkel, qui des fois devenait Stéphane, genre, t'es en train de faire tes Legos tout seul chez toi, et d'un coup, tu snaps par le vide, tu vois, et ça fait comme, je vais aller faire mes impôts, là. Mais du coup, avant que j'enchaîne, t'avais un autre truc à dire? Sur la Suisse? À part Neil Maxwell? Oui, les billets de 5 francs, genre les 5 francs, c'est des pièces, mais j'ai jamais vu une aussi grosse pièce. C'est une médaille, en fait. T'as l'impression d'avoir gagné à une course. Genre, tu donnes quelque chose, il te rendent 5 francs, mais vraiment, genre, c'est gros comme ça. Et il y a un côté où t'as l'impression un peu que tu joues à la dinette, justement. Fait, je te rends ta monnaie, et voici le lancer du disque, et tu peux manger ton repas du soir dedans, quoi. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de... Plus tu parles, plus je t'imagine un parc d'attractions, mais sauf que c'est tout le pays. Mais t'as un chapeau. Et t'as tout ce qu'il faut, tu vois. Avec un saut de popcorn, une barbe à papa. Avec un ballon à hélium. Tu le jettes par terre, c'est un dance floor. Et tout le monde... Si tu vises bien, ça fait un anneau de Saturne. Et tu peux jouer un genre de Bill Bokeh Frisbee, tu vois. Bon, bah du coup, je vais enchaîner. J'ai vu 3-4 specials. Il y en a un que je vais surtout mettre en avant parce que je la connaissais pas du tout. Je t'en ai parlé d'ailleurs. Dès que je l'ai vu, je t'ai envoyé un message. Elle s'appelle Lara Bates, B-E-I-T-Z. Mais on mettra les liens dans la description. Et comme je te disais, j'ai regardé son spectacle parce que je l'ai vu passer et le titre du special s'appelle Stoppable. Et c'est le meilleur titre de special. Ce que tout le monde dit,
trop fort. Unstoppable. C'est toujours quelque chose, de toute façon. Ouais. Et elle, c'est stoppable. Et on est un peu sur le même sujet parce qu'elle est autiste et il y a des beats qui sont très très drôles, vraiment. J'ai vu quelques extraits aussi quand tu me l'as. C'est rare que tu. Je veux dire, on se connaît depuis longtemps, puis c'est rare qu'un de nous deux va regarder un truc comique et va contacter l'autre directement. Il y a pas on parle de comédie ensemble depuis 10 ans. Il n'y a pas une urgence en disant stop tout, arrêtez les presses, tu dois regarder tel truc. Et là, vraiment, tu m'as envoyé un message genre non mais faut que tu ailles voir, il y a ça, et tu m'en as parlé. Et je suis allé voir directement et il y avait tellement de trucs de trucs marrants. Je sais pas d'où elle sort, vraiment c'est un pur hasard. Et physiquement elle ressemble un peu, c'est un mélange entre Juliette Lewis et Casey Wilson qui était dans la série Happy Endings. Vraiment c'est vraiment très très drôle, ça dure 1 heure, c'est du pur stand-up, il n'y a rien sur scène, elle est devant un rideau, pas de chichi. Et c'est vraiment vraiment très très drôle. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Attends, parce que j'ai vu 2-3 autres stand-up. J'ai vu le dernier Yacine Bellous, mais c'est un peu toujours la même chose. C'est pas décevant, mais c'est un peu toujours la même chose. Au point, il répète les mêmes phrases. Toi, il dit tout le temps cette phrase de mes vannes. Attends, c'est quoi qu'il dit? Attends, parce que j'ai noté. Si tu résistes à son humour, c'est comme un LSD, tu fais un mauvais trip. Mais ça, il le répète à chaque spectacle. Okay. Donc, j'ai envie de dire, on a compris. Surtout vu que là, il est dans un truc où il fait un spectacle par an et le special porte le nom de l'année. Donc, je veux dire, bon, on a compris le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. J'ai vu des extraits du podcast qu'il fait avec Dedo. Oui. Et c'était podcast, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Et il recevait Alexandre Astier. Et ils étaient partis sur un délire. Je me souviens même plus c'était quoi, mais c'est vraiment une blague de fausse logique de ah oui, c'était pourquoi ne pas voter pour une des fourmis aux élections présidentielles? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais ça dure 5-6 minutes et tu vois qu'ils ont un très bon esprit comique parce que de temps en temps, il y en a qui vont faire comme ah oui, attention, ça c'est raciste. Fait ok, peut-être, mais je pense que dans la société où on est, il faut être capable d'assumer ce qu'on dit et très vite, ils rebondissent sur, et ça m'a fait penser, en fait, bizarrement, à une conversation que j'ai vue entre Seth Meyers et Larry David, où Seth Meyers lui demande simplement si t'avais pas fait, genre, ce métier, qu'est-ce que tu aurais fait comme autre métier? Fait, je pense que je me serais lancé dans une vie de crime. Déjà, je suis un excellent menteur. C'est très facile pour moi, quoi que ce soit. Et comme je suis un peu paresseux, il y a moyen de faire de l'argent quand même. Et ils partent sur 5-6 minutes. Et à chaque fois qu'il y en a un des deux qui, genre, Seth Meyers, il dit, OK, c'est bon, tu planifies, mais on heist day, you need to have a job on heist day. Qu'est-ce que tu vas faire le jour, tu vois, du truc? Et Larry David fait, non, moi, je planifie. Fait, je suis désolé, mais tout le groupe, nous, on est là, on risque. Et c'est directement, il est embarqué sur est-ce que ça allait être. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et là-dedans, c'était la même vibe, en fait, de construction commune. J'ai pas encore écouté, je t'avoue. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Tu t'es arrêté comme ça? Bon, ouais. Tu as parlé comme si t'étais arrivé au bord d'une falaise et tu dis j'arrête de parler. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Voilà, maintenant, moi, je suis le gardien du timing. On est à 43 minutes 9. Aujourd'hui, à 55 minutes, je m'arrête. Donc, voilà, je veux pas te couper la parole. Donc, tu peux y aller. Je vais faire 54. Je veux pas te couper la parole. L'ancien moi n'aurait pas arrêté avec ce gag. J'ai vu le nouveau special de Mo Hammer, je sais pas comment on dit. MC Hammer. C'est l'humoriste palestinien. Le spectacle s'appelle Wild World et c'est pas très intéressant. C'est un gars drôle qui est devenu très célèbre et qui en a au stade de sa carrière où il vient retrouver les gens sur scène pour dire ce qui s'est passé l'année d'avant dans sa vie, en gros. Un peu comme Jamel avait fait, je pense, le deuxième spectacle de Jamel ou le troisième, je ne sais plus. C'est celui où il remonte sur scène, mais il n'a pas grand-chose à raconter niveau comique, donc il dit j'ai fait Amélie Poulain, il m'est arrivé tel truc. Mais c'est pas du stand-up, c'est un vlog. C'est un TED Talk avec tes potes à toi et tes fans qui te suivent et qui veulent savoir. Du coup, moi, je suis pas spécialement fan, donc. C'est une soirée diapositive, bon, voilà. En fait. Ouais, et puis il a dit je suis parti en tournée avec tel gars. Je dis oui, bon, ok, super. C'est pas mauvais, hein, c'est juste que je pense que faut vraiment être fan et là, t'as le plaisir de le retrouver, quoi.
Et alors, attends, j'ai vu un dernier truc. Non, en special, c'est tout ce que... Ah non, non, bah non, qu'est-ce que je raconte, j'ai vu ça aujourd'hui. Le Christmas special de Matt Rife, parce que je me suis dit... Why? Podcast au soir. Ah. Et... Oh! Je pense, j'ai aucun ego. Aucune ambition de rien. Je suis plus drôle que ce gars. C'est le niveau zéro de l'humour. Il est de la horrible, répartie, parce hein? que c'est un crowdwork de Noël. Arc. Et donc, il passe dans le public, enfin, il passe la parole au public, qui a été naughty, qui a été nice, et il fait des commentaires. C'est, moi, un jour où j'ai la grippe, je suis plus drôle que ça à table. Sur la vie de ma mère, je suis plus drôle que ça. Parce que pour dire des trucs où tu fais un crowdwork que tu as vendu à Netflix, que tu filmes, ta répartie, elle doit être folle. Là, il y a une juive qui dit, on fait des soirées pyjama des fois, et qui dit, des pyjamas rayés. Mais ça, c'est la première vanne. C'est comme quand tu es en publicité qu'on devait trouver des idées. La première idée, tu la jettes généralement. Ah oui, c'est OK. Tu brainstorm et oui, elle va te sortir, c'est logique. Mais bon, c'est pour dire à des Noirs, vous mangez du poulet, qu'est-ce que c'est? Reste chez toi, en fait. Oh oui. Tu vois? Reste chez toi. Donc, je comprends pas l'attrait de ce gars-là. Il sait qu'il est beau, il a refait toute sa gueule, mais je veux dire, donc il aime bien regarder la caméra, il aime bien un peu jouer avec le public et parler de cul. Et donc, ben, c'est pas très très intéressant. Du coup, je vais passer sur le chat devant le spectacle du trio Le Caplin de Samer et Ferrari. Ouais, ça j'ai pas encore vu. J'ai vu beaucoup d'interviews parce qu'ils font beaucoup de promos. Excuse-moi, je t'allais lui péter la gueule, je suis revenu. Pas de souci. Pourquoi il dit pas de souci comme ça? On parlait du spectacle de Le Caplin de Samer et Ferrari qui font énormément de promos. J'ai pas encore vu le special, mais oui, ils ont vendu. Ils ont vendu. Tu crois que tous les tickets que tous les autres n'ont pas vendus, c'est eux qui les ont vendus, quoi. C'est une machine à vendre du ticket, quoi. On dit dans le chat, j'ai rien vu d'aussi navrant. Franchement, je vais le regarder parce qu'il y a un truc très marrant qui se passe avec ça, c'est que il y a beaucoup d'extraits sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui sont fans et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont très loin. Et enfin, c'est un peu le branding de Ferrari. Moi, je trouve pas ça vraiment edgy, mais bon, bref. Et il y a plein de moments où en fait, maintenant ça a été capté et que c'est passé sur Canal+ et qu'il y a le DVD, des gens se disent ah mais attends, ce que moi je pensais que c'était de l'impro, où il y a un petit problème technique, où en fait là ils font semblant de se disputer, etc. En fait les gens ont vu un peu Ah ouais. Je pense qu'ils jouent très très bien le fait que voilà, t'as l'impression que c'est de l'impro. Mais en fait dans les commentaires, si tu regardes sur TikTok, tout le monde se dit ah mais attends, mais ils ont fait la même chose telle date, ouais. Et en fait ils font tout le temps la même chose, même les moments soi-disant improvisés, quoi. Donc c'est assez marrant de voir le public réagir, quoi. À fond, mais c'est rigolo. Et voilà, et attends, je vais terminer avec un petit truc. Il y a le documentaire sur Eddie Murphy sur Netflix. On n'apprend rien, mais c'est juste cool à voir. Okay, j'ai une vibe semblable avec Adam Sandler parfois. Genre ils s'en foutent, ils font leur truc, quoi. Ouais, et là à la fin, il veut faire un spectacle avec des marionnettes. Je dis pourquoi pas. Il a une marionnette de Richard Pryor. Je dis franchement oui. Ouais, très bien. Et dernier truc dont je voulais parler. On fera un épisode la semaine prochaine, non? Normalement. Ok. Le fait que tu poses la question, ça me met un doute, mais. Non, c'est pour savoir parce que on fera probablement un dernier épisode en Noël et peut-être un récap ou quoi de l'année. C'est un truc, je connais. Alors apparemment le gars est très connu, moi je le connaissais pas. C'est un gars sur Twitch, peut-être sur YouTube aussi. Il s'appelle Not Serious. Je connais pas du tout. Je suis tombé dessus par hasard. Et en fait, je suis tombé sur YouTube sur un récap, enfin, comment on appelle ça? Une compile? Un live Twitch en fait qu'il a enregistré, quoi. Il a regardé sur Twitch un spectacle d'Arthur. Ok. Spectacle est affligeant, mais le gars m'a fait vraiment beaucoup rire. Ok. Parce qu'Arthur faisait que des vannes misogynes, et nous les hommes, et donc lui, il jouait un personnage en fait, et il disait c'est vrai Arthur, dis-le à ces bonnes femmes, et donc c'est tout le long comme ça. Un peu comme quand il voit abyssal. Ok. Un peu comme quand Will Ferrell a fait c'était au SNL, je crois, où t'avais Jimmy Fallon qui chantait Don't Stop Believing, genre he's a son, genre she's an uptown girl, where's she going? Oui.
Quand il est dans le public, ouais. Ouais, bah, franchement, je connaissais pas le gars, je sais pas ce qu'il fait d'autre, etc. Mais là, ça se prêtait bien au spectacle d'Arthur, parce que le spectacle d'Arthur est catastrophique. À un moment donné, il fait 4 fois la même vanne. 4 fois la même blague. OK. Toutes les 10 minutes. Et le gars, il dit, mais ça, tu l'as déjà fait, cette vanne-là. Une troisième fois. Il dit, mais c'est la même vanne, en fait. À la fin, il refait une quatrième fois. Enfin bon, bref. Je mettrai la vidéo dans les liens, et pour le reste, je pense que c'est à peu près tout. Moi, je voulais parler de Saturday Night Live, et c'est pas une blague. J'ai vu que c'était Melissa McCarthy qui était là ce week-end. Ouais. Elle a toujours bien joué, elle a toujours été incroyable en comédie. La quantité de façons qu'elle peut être drôle, moi ça me fume. Elle est capable elle joue super bien, elle a un delivery qui est incroyable dans différentes cadences, elle répond super bien quand elle est à deux, quand elle est en groupe. Sa comédie physique c'est une des meilleures de tous les temps. Incroyable. Je me souviens plus si quelqu'un qui disait, c'est si quelqu'un est capable de tomber de manière drôle, c'est un génie. Elle a un sketch quand elle a hosté la deuxième ou troisième fois, je crois. C'est juste une star du vieil Hollywood qui monte un escalier et elle ne fait que tomber. Et elle monte l'escalier 10 fois et elle tombe à chaque fois. Et c'est à mourir de rire. Et laisse-moi dire que tu peux tester 100 personnes et il y en a une qui va être drôle. C'est tellement difficile d'être drôle avec ce truc-là. Et là, j'ai juste vu un sketch où elle prend des... J'ai l'impression que sur le compte de SNL, ils ont remis plein de sketchs, pas juste de cette fois-ci où elle a hosté, mais je peux me tromper, moi je les connais pas, les players. Mais il y en a un où c'est le sketch où elle drague. En fait, pendant la semaine de préparation, ils teasent, enfin on sait c'est qui l'invité, donc ils font les promos, etc. Et ils remettent des anciens sketchs. OK. Et moi, moi, j'avais jamais vu celui où, en gros, ça a l'air d'être un cours de drague dans un bar et t'as Leslie Jones, entre autres, et elle essaie d'aller draguer, mais elle a une vibe serial killeuse super forte. Mais un des trucs, elle arrive à être déjà restée sérieuse, mais elle drague les mecs, elle est trop proche et tout. Et de temps en temps, elle fait juste mettre la main dans le verre de bière de la personne et le met dans la bouche du gars. Et après, elle remet elle-même et il débriefe à chaque fois où genre elle dit, t'as Leslie Jones qui vient dire, tu sais ce qui genre paraîtrait bien sur toi, quoi. Moi. Et Melissa McCarthy ça dit, tu sais ce qui paraîtrait bien sur toi? Fait, toi, j'imagine. Fait, non, mon oncle serial killer. Et elle commence à essayer de l'étouffer. Et puis après ça, elle met la bière de l'autre dans sa bouche avec ses mains, puis après ça, elle lui frotte la face, puis après ça, elle revient pour débriefer, elle dit, vous avez vu, j'ai initié le contact physique, il fait, ouais, t'as essayé de l'étouffer quand même, fait, oui, mais j'ai arrêté, pour, genre, to show him mercy, j'ai montré miséricorde. Et je te dis comme, wow, comment, d'ailleurs, Leslie Jones arrive absolument pas à comprendre, mais les autres arrivent à ne pas rigoler, je fais, moi, j'abandonne. Je fais juste comme, ah, ok. Ici, elle a fait rire Mikey Day. Elle faisait un sketch où elle était livreuse UPS. Mais un de mes sketchs, si pas mon sketch préféré du SNL, c'est elle, où c'est un taste test, donc pour une marque de vinaigrette pour salade, Hidden Valley Range. Et on leur dit, mais voilà, on va vous présenter 3 nouveaux produits, on attend vos retours, quoi. Et elle a vraiment besoin d'argent. Et on lui dit, il y a 50 balles à la fin, celui qui trouve la meilleure petite phrase. Et donc, ça devient une sorte de concours, pour elle en tout cas. Et elle veut virer les autres, et elle invente des faux slogans, des slogans qui existent. Et ça monte, enfin, je vous dis pas la fin, mais franchement, c'est un truc, c'est fou ce qu'elle arrive à faire. Franchement, elle est incroyable. Et en ce moment, j'ai plein de gens dans mon entourage, moi, qui aimaient bien Gilmore Girls, donc j'ai toujours, c'est arrivé souvent que ça jouait en background. Et moi, j'adore les moods, voilà. Et j'adore le mood. Elle jouait Suki, non? Ouais, c'est ça, exactement. Et j'adore le mood, donc, de cette série. Et donc, cette année, je me dis, tu sais quoi, j'ai vu plein d'épisodes, mais je vais la regarder, vraiment, la série. Elle est super bien écrite. Il y a tellement de trucs qui sont super drôles. Et elle, dedans, elle est
toutes les scènes où elle est là, tu fais comme c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et elle joue, elle a plusieurs notes, quoi. Elle est pas, c'est pas juste. Tu sais, au début, c'est la cuisinière hyper dangereuse qui se blesse tout le temps. Mais directement, il y a des couches et des couches en plus, quoi. Et moi, je voulais dire juste une dernière chose. J'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion. Ça y est, on est en décembre. Ouh, attends, non, on est que le 8. Non, t'as triché là. Non, moi, je commence la saison des films de Noël avec Maman, j'ai raté l'avion et je termine avec. Je le regarde le 1er décembre, 30 novembre, 1er décembre. Comme ça, je peux le regarder une deuxième fois le 24. Pas mal. Et je l'ai montré. Je l'ai montré à une génération après, la génération suivante. Et il y a des trucs. C'est la première fois que je le regardais avec l'angle de. Je suis un parent maintenant. Et ce film est parfait. Voilà, est toujours parfait. Mais il y a des trucs que j'ai vus en plus. Mais toi, tu n'abandonnerais pas ton enfant dans un aéroport parce que t'es mieux que tout le monde. Moi, j'ai oublié mes lunettes. Je comprends ce que tu ressens. Mais ces gags-là, ils sont... C'est une phrase que je dis tout le temps. Ça peut te rassurer, j'ai oublié mes lunettes. Ils sont... Tout est dingue. Et les deux trucs que j'ai remarqué, que j'avais pas vu aussi clairement quand je regardais en tant qu'enfant, c'est le génie absolu de avant que les méchants arrivent, quand il a préparé son plan, il y a un shot direct de Macaulay Culkin avec son arme, l'air hyper décidé, qui fait « Vous pouvez venir, je n'ai pas peur. Genre, je n'ai pas peur maintenant, vous pouvez venir. » Et je fais « C'est tellement du génie, c'est juste pour dire aux gamins « Inquiétez-vous pas. Il n'y aura pas de danger, vous pouvez vous amuser, vous pouvez rigoler. » Et je fais ça, cette scène-là, ce plan-là de 3 secondes est tellement important. Et juste avant que ce soit ça, ben c'est le moment un peu d'émotion avec le voisin à l'église. Donc il s'assure, il y a eu des petites blagues, des trucs, il t'assure de nettoyer tout ça en te ramenant dans une émotion très très calme, très très douce. Et ils te disent, OK, t'as pas besoin de t'inquiéter. Et pour être sûr que tu trouves tous les gags drôles, quand tu es un gamin, pour que ce soit marrant, il faut que tu sois prêt. Ben, il te les montre d'abord. Il va avoir ce gag-là, ce gag-là, ce gag-là, ce gag-là. On voit toutes les pièces de la maison, de toute façon. Ben, c'est ça. Et il les prépare. Donc, il n'y a pas dans le 2, en fait. Ben, je ne l'ai pas vu depuis des années, le 2. Je vais le regarder dans cette le 2, saison. Comme il n'est pas dans sa maison, donc on ne voit pas trop le parcours que les voleurs vont prendre dans la maison, tu vois. C'est un peu plus flou au niveau du planning de la maison. Là, tu vois bien vraiment... t'as la chambre de Buzz, t'as le truc... C'est ça, ils te montrent le plan, ils te montrent le setup, ils te disent, t'inquiète, il n'y a pas peur. Et après, donc... Mais forcément, moi je me souviens, et quand je l'ai re-regardé, genre, je l'avais pas regardé pendant longtemps, et genre il y a pas 5-6 ans à l'âge adulte, je m'étais dit, putain, je me souviens pas c'est quoi la proportion, genre le moment des pièges, il dure combien de temps dans le film, et c'est absolument parfait. C'est à peu près 20-25 minutes. T'as 1 heure de setup, puis après ça, mais c'est la fin de film la plus puissante qui existe. T'as 20-25 minutes de bam, 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 finir sur un moment d'émotion. Buzz qui crie, Kevin, qu'est-ce que t'as fait dans ma chambre? Une dernière réaction de Macaulay Culkin, et puis ils sortent, quoi. Et tu dis, c'est mon rêve absolu d'arriver un jour à, et c'est pas genre, si j'y arrive pas, je vais être déçu. Mais j'aimerais bien un jour écrire un truc, faire un truc qui a un impact culturel. Je ne ferai pas un impact culturel comme Maman, j'ai raté l'avion, là, mais je trouve ça hyper touchant de se retrouver dans une situation où, là, pour le coup, t'es 2 adultes qui montrent un film à un enfant, où toi, chacun de ton côté dans ta vie d'adulte, tu te souviens quand toi, tu l'avais regardé étant enfant, ça a un impact sur toi, c'est encore important. Ça te donne encore des bons moments. Tu le passes à la génération suivante qui trouve ça tout aussi rigolo, et je trouve ça incroyable. Genre, moi, j'aime pas Star Wars, mais j'ai tellement de respect pour des gens qui ont réussi à créer de l'impact culturel comme ça me fume. Moi, j'ai vu autre chose. Parce que moi, mon rêve, c'est de cambrioler une maison. Mais tu vois, ça fait rêver tout le monde. Hein? De ruiner un Noël. J'ai mis mon pull vert tel un Grinch.
Je vais le faire un jour, parce que j'ai confiance en moi. C'est bon. Donc voilà, moi ce que j'avais. J'avais une promo en terminant. Je sais pas si tu avais des recos à faire. Moi, j'ai terminé avec une promo. Non. Ce jeudi, au Centre culturel de Perouet, c'est la première de mon nouveau podcast, qui est mi-podcast, mi-talk show, remi-podcast derrière. Ça s'appelle Entre deux chutes, où je reçois 2 humoristes et on discute un peu de comment ces gens-là font leurs blagues, ils font leurs sketchs, on débriefe un peu leurs sketchs, et entre ça, on discute ensemble, on rigole, on parle de nos anecdotes aussi du monde du spectacle et on fait simplement des petits jeux pour faire des petites vannes. Donc c'est 1h30 au total. Il va y avoir 3 fois 15 minutes de stand-up. Moi j'en fais 15, les 2 invités en font 15 aussi. Et le reste c'est mi-interview, mi-jeu. La portion interview et jeu va exister en podcast. Et comme on va débriefer aussi parfois ce qui aurait été joué, pendant que au moment où les 2 autres artistes jouent, dans le podcast, ça va être moi qui explique ce dont l'artiste a parlé. Ah ben là, Sarah a parlé de ça, et on va le débriefer maintenant. Donc c'est ce jeudi. Je sais qu'ils ont fait les places moins chères que d'habitude vu que c'est un nouveau concept qui tente. Donc si vous voulez venir voir ça, Sarah Grosjean, qui est super intéressante, est en train de préparer son 2e spectacle et je travaille avec elle dessus d'ailleurs, donc je peux vous dire qu'il y a des choses hyper intéressantes et avoir beaucoup de trucs à raconter. C'est quelqu'un qui est à la fois, je veux dire, elle a la dépression des gens intelligents. Tu vois ce que je veux dire? Ou la désillusion de dire comme, si je suis assez intelligent et que je comprends cette vie, je vais pouvoir en profiter et faire comme, non, plus je comprends, plus je me rends compte que c'est la merde en fait, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est un peu sa réflexion en disant comment faire. Et elle le dit à son style, elle fait ça c'est marrant. Plus tu comprends des trucs, plus tu te demandes comment faire pour pas te buter la gueule. Et c'est du coup super intéressant de voir ce qu'elle fait avec sa comédie. Et l'autre, il s'appelle Salva Di Bernardo, qui lui fait de la musique. Fait de la comédie avec de la musique et qui est aussi hyper fort dans l'émotion où le dernier réel qu'il vient de poster, c'est sa tronche où il dit quand t'as bossé 4 heures sur un réel que tu le publies et en 3 secondes tu comprends qu'il va flop et la façon dont tu vois son âme décéder pendant qu'il le fait. Et c'est quelqu'un d'intéressant aussi parce qu'il est sur des plateaux d'humour de stand-up beaucoup. Et quand ça se passe super bien pour lui, ben forcément, il y a personne qui a envie d'aller jouer derrière. Parce que quand tu as quelqu'un qui a retourné une salle avec de la musique hyper intense, tu arrives en disant l'autre jour, je suis allé au resto et en fait, le fromage, c'était vraiment l'impression d'être une énorme merde. Et donc, Salva Di Bernardo, Sarah Grosjean, Entre deux chutes, foyer culturel de Perouet, c'est ce jeudi. Venez. Ça va être vraiment cool, je pense. Ça marche. Bah écoute, on peut refaire ça la semaine prochaine. Ouais, est-ce qu'on refait ça lundi, même batteur, même bas de poste? Oh, même pas d'heure, même pas de poste? Tu vois, c'est de ma faute, on a voulu aller trop loin. T'as voulu t'arrêter à 55? Je vais te faire regretter chaque minute en plus, mon gars. Ouais, c'est fait. Bon, sinon, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu dirais si on écrivait un film de Noël en live? Nope. Mais on ferait pas genre le Nope. Dad and Anthony Christmas Special? Ceci dit, j'ai vu le crowdwork de l'autre imbécile, ça peut pas être pire. On pourrait faire du crowdwork, pas de public. Alors là, genre t'imagines juste les gens devant toi. Dis, je vois 2 personnes au premier rang, j'ai l'impression que votre pull il est un peu moche quand même. Mais théoriquement, c'est ce qu'il a fait. Il y avait des gens devant lui, mais je veux dire, les vannes qu'il a fait, elles s'étaient pas liées à ce qu'il a entendu. C'est... Comment expliquer? C'est un crétin. C'est des vannes très, très attendues. Enfin, et du coup, bon, bah... Je sais pas, bon, bref. Je vais pas repartir sur cet imbécile. C'est sur Netflix, mais n'allez pas le voir. C'est ça. Mais ouais, comme ça, on sait où l'éviter. Je regarde un peu ma liste parce que j'avais noté plein de trucs, mais le reste... C'est top tout ça. On peut arrêter là. Super. Merci. C'était le 11e épisode de la 8e saison de Comedy News Weekly présenté par Anthony Mirelli et Dan Gagnon, une production des podcasts de la farce avec la collaboration de
Silmil Belgique, Rucastine et évidemment les pneus. Roule, petite voiture, roule, en vente chez tous vos bons marchands de caoutchouc. C'est quoi Leave? C'est ça, faut que j'appuie quand pour c'est fini. Leave. Allez, ciao. Ciao.